Le chef de l'État Mohamed Bazoum a présidé cette 11e réunion. Réunion au cours de laquelle le rapport de la session des ministres du comité tenu à Niamey et les recommandations qui en découlent ont été présentés et remis officiellement au chef de l'État pour validation. Maîtrisant parfaitement la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger et au Sahel plus particulièrement et dans le reste de l'espace globalement, le chef de l'État a relevé les grands défis qu'il faille surmonter. Nous sommes dans une année qui a été extrêmement difficile pour diverses raisons. Nous avons eu une année 2021 déficitaire sur le plan pluviométrique et par conséquent déficitaire sur le plan de la production agricole et sur le plan aussi fourrager de l'élevage par conséquent. Les déficits sont plus ou moins grands. Il y a des pays pour lesquels le déficit est très important. C'est notamment le cas du Niger, dont le déficit est évalué à 37% de la moyenne des années précédentes. Des déficits relativement importants aussi dans d'autres pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, notamment, et même le Bénin, me semble-t-il. Malheureusement, nous avons eu une année où, par conséquent, les vivres ont coûté très cher, ne serait-ce que parce que justement il y a eu ce déficit et une disponibilité beaucoup moindre qu'habituellement. La loi de l'offre et de la demande sur le marché des céréales a fait ses effets. Malheureusement, c'est cette année davantage que les années passées que nous avons subi l'impact de la Covid-19 à travers le renchérissement du coût de fret maritime pour des pays comme le Niger qui sont très loin de la mer. Le coût de facteurs ont été énormes et cela a eu un grand impact sur le prix de vente de céréales. Et puis comme pour ne rien arranger malheureusement à notre situation, nous sommes en ce moment en train de subir les effets de la situation de guerre qui prévaut en Europe et qui concerne deux pays qui sont importants pour le monde entier et pour nous notamment, à savoir la Russie et l'Ukraine. Et là, nous avons une inflation sur les prix des engrais et une difficulté même à acquérir des engrais de qualité avec tout ce que cela comporte comme risque. C'est dire que nous vivons une passe assez difficile et dans le Sahel, malheureusement, en particulier pour trois de nos pays, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina, nous faisons face aux effets induits de la situation d'insécurité généralisée et qui accourt dans certaines régions de nos trois pays en question. Et cela a eu pour effet le déplacement de population, cela a eu un impact déjà sur leur capacité de production. Et ensuite, cette mobilité a posé d'énormes soucis aux différents États. Je pense que nous sommes appelés à être très vigilants. Nous avons une saison qui se présente sous des auspices qui ne sont pas très favorables. Le prix de l'engrais est très élevé, sa disponibilité sera problématique. Cela aura incontestablement un contre-coup sur la production. La productivité sera affectée par justement la non-disponibilité des engrais, en tout cas pour les paysans qui auront beaucoup moins de moyens de faire face à cette inflation. De ce rapport, il ressort qu'en effet, plus de 25% de la population de l'espace, dont 6 millions d'enfants, risquent de subir les effets d'une crise alimentaire. D'où d'importantes et pertinentes recommandations ont été formulées par le comité. Au cours toujours de cette réunion de haut niveau, le comité a formulé plusieurs recommandations. Nous écoutons le commissaire chargé du département agriculture et environnement de l'UEMOA. Les ministres ont formulé les recommandations ci-après, qu'ils soumettent au comité de haut niveau.
aux États membres. Intensifier la mobilisation des financements pour la mise en œuvre et le suivi-évaluation des interventions d'urgence, PNR, plan de contingence et autres, en faveur des populations vulnérables durement affectées par les crises alimentaires et nutritionnelles multifactorielles. Établir une cartographie des projets de sécurité alimentaire et nutritionnelle en vue d'améliorer la cohérence et la coordination. Mobiliser les financements nécessaires à la collecte des données requises, à l'analyse du cadre harmonisé. Mettre en place et ou dynamiser les mécanismes de veille et d'alerte sur les effets des chocs, conflits en Ukraine, insécurité civile, etc., aggravant l'accessibilité aux denrées alimentaires, aux intrants agricoles et au bétail. Prendre des mesures pour sécuriser l'approvisionnement en engrais pour les cultures vivrières au titre de la campagne agricole 2023-2024. Notamment faciliter l'accès au financement pour les importations d'engrais. Supprimer toutes sortes de taxes sur les engrais là où elles existent. Apurer les arriérés de dette aux fournisseurs des engrais. Renforcer la mise en œuvre de la réglementation régionale relative aux engrais, notamment en renforçant les dispositifs nationaux de contrôle de la qualité des engrais. Lever les obstacles à la libre circulation des biens conformément aux idéaux de l'intégration régionale. Impliquer davantage le secteur privé dans la prise en charge des défis liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que l'approvisionnement et la distribution des intrants agricoles. À la fin des travaux, les ministres, la commission de l'UEMOA et l'ensemble des participants à la réunion ont remercié son Excellence, M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État du Niger, le gouvernement et le peuple nigérien pour l'accueil fraternel et la bienveillante attention dont ils ont été l'objet durant leur séjour. Fait à Niamey le 10 juin 2022. Je vous remercie. Le président de l'Assemblée nationale et le représentant du président de la République ont assisté ce matin à la fatia du 3e jour du décès du chef de canton de Mayaï, l'honorable Gado Sabo, décédé le 7 juin dernier après 71 ans à la tête du dit canton. Plusieurs membres du gouvernement étaient également présents à cet office religieux. Gunga Gibrima et Nassirou Nakakele. Cette cérémonie qui consacre la fatia du 3e jour du défunt chef de canton de Maï, fait Al-Haji Gado Sabo, survenu le 7 juin dernier à l'âge de 94 ans après 71 ans de règne. Elle s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée nationale, Al-Haji Seyni Oumarou, et du haut représentant du président de la République, Foumakoy Gado, des membres du gouvernement, du gouverneur de la région de Maradi, des élus nationaux et locaux, ainsi que plusieurs personnalités civiles et militaires et des leaders coutumiers et religieux. Un moment d'intense émotion et de prière pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Vous avez été témoins comme nous de la foule dense et immense qui était au rendez-vous de cette journée de la fatia du 3e jour. Cela dénote l'attachement de la population de Maï à son chef depuis 71 ans et également l'importance que au niveau national la population attache à cette chefferie. Dès qu'on dit Maï, vous savez, au Niger, ça veut dire beaucoup de choses. Que le président de l'Assemblée nationale, que le haut représentant soit là pour partager les peines avec nous. C'est un jour exceptionnel. Qu'à cela ne tienne, nous sommes satisfaits de la cérémonie qui a été organisée et pour lui dire au revoir définitivement. Ainsi, au nom du président de la République et de toute la représentation nationale, les deux personnalités ont présenté leurs condoléances à la famille du défunt. C'est un office religieux qui a drainé une grande partie de la population de Maï et des personnalités venues des 4 coins du Niger.
Pendant ce temps, l'Assemblée nationale poursuit des travaux en séance plénière ce matin sous la présidence du 5e vice-président de l'institution. Dans le cadre de ces travaux consacrés aujourd'hui au contrôle de l'action gouvernementale, ce sont 4 membres du gouvernement, à savoir le ministre de l'Élevage, celui des Finances, celui en charge de l'enseignement supérieur et leur homologue du pétrole qui ont été entendus. Le point avec Maria Madakou sur les images de la RTN. C'est en application de l'article 119 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule en son alinéa 1 que pendant les sessions, l'Assemblée nationale organise un samedi sur 2 une séance réservée aux questions d'actualité que la séance de ce jour a été initiée. C'est ainsi qu'elle a permis aux députés nationaux de poser directement leurs questions aux membres du gouvernement sur les sujets les préoccupants. Le député Mohamed Bachir Abdou a été à cet effet le premier à prendre la parole pour poser sa question au ministre de l'Élevage par rapport à l'exécution des marchés relatifs à l'achat de vaccins et du liant objectivé par l'appel d'offres international numéro 002/vaccin. À cette question posée afin que la représentation nationale et au-delà le peuple nigérien soit éclairé davantage, le ministre Tijani Abdelkader répond en ces termes. Je voudrais réaffirmer et de le dire de manière solennelle. 1. Que toute la procédure légale a été respectée et que ça a été une procédure interne au niveau de la Banque mondiale avec l'approbation de la Banque mondiale. 2. Que le montant, il s'agit bien de 1,218 milliard. 3. Que toutes les livraisons, j'ai dit, ont été faites et ont été sécurisées. Donc il n'y a eu aucune irrégularité. Et je voudrais rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que s'il y avait une irrégularité, les premiers qui allaient attaquer la procédure, ce serait bien la banque, avant que ce ne soit les gens. Donc vraiment, je voudrais rassurer l'opinion nationale et internationale, le ministère de l'Élevage n'a procédé à aucune irrégularité. Ensuite, moi, ministre de l'Élevage, je n'ai apposé ma signature sur aucun des documents. Place ensuite à la question d'actualité adressée cette fois-ci au ministre des Finances par rapport à l'indemnisation des populations de Sakwara, Tilakaina et Tilaberi relativement à l'expropriation de leurs terres dans le cadre de la construction de l'aéroport de Tilaberi. Une question posée par le député Nuhu Arba. Du moment où le programme des villes est arrivé à son terme, du fait que nous sommes arrivés à faire la rotation, l'ensemble de la gestion ou la suite de la gestion de ces programmes d'un point de vue notamment paiement a été transféré au ministère des Finances. Et dans ce sens, une allocation de presque 20 milliards a été faite au titre du budget 2022 que nous sommes en train d'allouer de manière prioritaire. Comme je l'ai déjà promis à la population de Tilaberi, avec qui j'ai eu des entretiens dans ce sens, nous allons prendre les dispositions dans les jours à venir pour accorder une enveloppe substantielle pour dédommager ces populations. Après ces éclaircissements du ministre des Finances, vient la question posée par le député Moutar Ousmane relativement au sort des étudiants détenteurs du diplôme d'aptitude professionnelle DAP qui sont désormais interdits de concourir aux examens de BTS d'État. Une question adressée au ministre de l'Enseignement supérieur qui a tenté de s'expliquer en ces termes. Normalement, dans un établissement d'enseignement supérieur, on ne doit plus avoir un nom titulaire de bac. Le bac s'appelle le bac, c'est le bac, ça s'appelle. Il n'y a pas d'équivalence en terminale. Donc, les chefs d'établissement trompent l'État, trompent les étudiants, ils trompent les parents d'élèves parce qu'ils veulent se faire de l'argent. Et ils demandent aux enfants de venir s'inscrire sous réserve. Ils s'inscrivent sous réserve, ils n'obtiennent pas le bac. Ils n'obtiennent pas le BTS. Ou quand ils obtiennent le BTS qui est supposé être le grand frère du bac, en devient le petit frère de 4-5 ans. J'ai aujourd'hui dans mon bureau des masters qui ont été obtenus 2 ans après le bac. Pour vous dire qu'il n'y a aucun sérieux de la sécurité. Et le DAP précisément n'existe même pas dans le répertoire. Je parle justement, j'ai l'occasion d'avoir le ministre de l'enseignement professionnel de l'époque qui est là assis. Il lui-même a été interpellé par le ministre de l'Enseignement supérieur. Il n'a pas trouvé de base, il n'a pas retrouvé de traces de base légale à ce DAP. Il n'y en a ni aux archives nationales, ni aux archives de ce ministère, ni avec les personnes en ressources, ni au journal officiel. Bon Dieu, au nom de quoi ce DAP est-il délivré? On a dit tout simplement que ça n'existe pas, il faut arrêter. Les gens refusent d'arrêter. Mais il faut bien au moment prendre une décision.
Vient enfin la question adressée au ministre du Pétrole par le député Omar Hamidou Tiana qui voulait savoir les dispositions prises par le gouvernement pour juguler la pénurie du gasoil constatée ces derniers jours au Niger. Notre pays est victime de son succès. Cette différence de prix aiguise les appétits et encourage certains individus de part et d'autre de la frontière à exporter frauduleusement notre gasoil et à s'enrichir sur le dos du peuple nigérien. C'est pourquoi le gouvernement a, depuis le mois de mai, adopté plusieurs mesures, dont notamment l'arrêt de l'export du carburant, afin de juguler cette fraude et préserver le bien-être de nos populations. Les nouvelles mesures ont commencé à produire de l'effet. Nous voyons que la situation de l'approvisionnement en gasoil s'améliore de jour en jour, et je pense que vous avez pu le constater par vous-même. Nous allons maintenir cette dynamique comme objectif la maîtrise de la consommation domestique, la poursuite de l'accroissement du stock de sécurité, et peut-être, si la situation devient favorable, la reprise de l'export pour permettre à l'État d'engranger des recettes. Aussi, c'est avec ces réponses qu'a pris fin la séance plénière de ce jour. Elle reprendra le mardi prochain avec à l'ordre du jour l'interpellation du ministre de l'Éducation nationale. Le Premier ministre chef du gouvernement a présidé ce matin à Niamey une rencontre de plaidoyer en faveur du don de sang. Au cours de cette rencontre, les autorités nigériennes ont attiré l'attention des populations sur l'importance du digeste. Le compte rendu de Jamila Amadou et Hassan Moussa. Ce plaidoyer en faveur du don de sang est une journée de mobilisation et d'information sur l'importance de la transfusion sanguine. Elle a permis aux acteurs de prise en charge de don de sang de sensibiliser l'opinion publique nationale et internationale, de présenter une stratégie qui permettra d'assurer la disponibilité des produits sanguins pour sauver des vies. L'objectif est de lancer un vibrant appel aux responsables que vous êtes, afin que vous participiez davantage à la mobilisation en faveur du don de sang volontaire et bénévole. Votre intérêt pour le don de sang se manifeste à travers votre réponse à notre sollicitation. Nous osons espérer que cette rencontre sera le point de départ d'un long et fructueux partenariat entre vos institutions et le Centre national de transfusion sanguine CNTS. Selon la représentante de l'OMS, en Afrique, seulement la moitié du sang nécessaire à la transfusion est collecté chaque année, exposant de nombreuses personnes à des pénuries du sang potentiellement mortelles. Le Niger, à l'instar de beaucoup d'autres pays de la région africaine, n'a pas encore atteint l'objectif principal de 80% qui était fixé pour 2012. 80% de dons de sang par les donateurs volontaires. En effet, plus de 2 tiers de dons reçus par le Centre national de transfusion sanguine, soit un peu plus de 2 dons sur 3, sont faits par les membres de famille des personnes nécessitant une transfusion sanguine. Face à cette situation, des experts de l'OMS ont facilité du 16 au 20 mai 2022 un atelier de renforcement des capacités de 25 cadres de centres de transfusion sanguine et membres des ONG et associations de donneurs de sang, le recrutement de donneurs volontaires de sang. La transfusion sanguine étant un maillon essentiel de tout système sanitaire, l'État, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, le secteur privé et la nation tout entière doivent s'investir pour assurer la disponibilité du sang et des produits sanguins sur l'ensemble du territoire. Le sang et les produits sanguins représentent des ressources essentielles à la bonne prise en charge des malades. Le besoin en sang est universel, mais l'accès au sang de toutes les personnes qui en ont besoin ne l'est pas. Donner, en plus d'être un acte solidaire, est aussi un geste noble et humanitaire.
Demain 12 juin, la communauté internationale commémore la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. À cette occasion, la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, assurant l'intérim de son homologue de l'emploi, du travail et de la protection sociale, a livré un message dans lequel elle a rappelé l'importance de cette journée et les avancées enregistrées par le Niger dans ce cadre. Le résumé avec Lawal Moutari Mainasara et Asko Jibrila. Depuis 20 ans, les États membres de l'Organisation internationale du travail OIT commémorent chaque année la journée du 12 juin, décrétée Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Elle a pour objectif de rappeler la situation encore dramatique des enfants, d'où l'engagement des efforts à renverser la tendance. Vu l'importance de cette journée, le Niger la célèbre de façon rotative dans les différentes régions de notre pays. Cette année, c'est la région de Tillabéri qui a été retenue comme région phare pour abriter les activités entrant dans le cadre de cette commémoration sous le thème « La protection sociale et le travail des enfants ». La ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale par intérim a ensuite rappelé les statistiques réalisées dans la réduction du travail des enfants. D'importants progrès ont été réalisés pour la réduction du travail des enfants au cours des 2 dernières décennies. Ils ont été ralentis entre 2016 et 2020 selon le rapport conjoint OIT-UNICEF 2022. Au Niger, selon l'enquête nationale sur le travail des enfants effectuée en 2009, les enfants économiquement occupés représentent 50,4% des enfants de 5 à 17 ans. Parmi eux, 83,4% sont soumis à des travaux à abolir, soit 1 604 236 enfants. Madame Daura Hadizatou Kafougou a enfin souligné l'importance du thème de cette année, la protection sociale et le travail des enfants, avant de revenir sur l'engagement ferme du gouvernement à protéger les enfants contre les travaux dont ils ne sont pas autorisés à exercer. La protection de l'enfant en général, et particulièrement celle des enfants exerçant les pires formes de travail, ont été de tout temps une préoccupation majeure des plus hautes autorités, au premier rang desquelles son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence M. Oumoud Mahamadou, Premier ministre, chef du gouvernement. Pour rappel, le Niger est l'un des pays à avoir signé et ratifié les conventions 138 et 182 de l'OIT, toutes choses qui prouvent l'attention combien particulière accordée aux enfants. Célébration hier soir à Niamey du jubilé de platine d'Elisabeth II, diplomate responsable des organismes internationaux et autorités nigériennes, était aux côtés de l'ambassadeur du Royaume-Uni pour immortaliser l'événement. Souleymane Mahamadou et Hawa Maman. Le jubilé est un anniversaire spécial dans le règne de monarque. Celui-ci, dit de platine, marque les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II, le monarque du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le plus ancien et le premier à atteindre 70 ans sur le trône. Nous sommes fiers de notre reine, qui est perçue dans le monde entier comme un exemple de dévouement au service de son peuple. Et nous sommes fiers aussi de la force de notre démocratie en ces temps d'incertitude et de changement dans le monde. C'est la première fête de la reine que nous célébrons ici, depuis mon arrivée en septembre 2020, en tant que notre premier ambassadeur résident au Niger. La question de la coopération entre le Niger et le Royaume-Uni s'est invitée à la fête. Nous marquons une nouvelle ère pour les relations entre nos deux pays, qui s'est accompagnée de l'ouverture d'un consulat honoraire du Niger au Royaume-Uni, également en septembre 2020. Nous apprécions énormément notre partenariat avec le gouvernement dans le cadre du changement climatique. Et le dynamisme des jeunes Nigériens activistes du climat à Glasgow était alors inspirant et continue de l'être. Nos financements au bénéfice du Niger s'élèveront à environ 76 millions de livres sterling cette année. Grâce à cela,
nous contribuons à faire face à la crise humanitaire, à stabiliser les zones de conflit et à soutenir une meilleure gestion des migrations, notamment entre le Niger et le Nigeria. Le Royaume-Uni reste très engagé dans la lutte contre le changement climatique. La reine Elisabeth II a placé ce jubilé de platine sous le signe de la plantation d'arbres. Les participants sont invités à s'approprier l'initiative en plantant chacun un arbre. Voilà, du 31 mai au 2 juin dernier, les préfets des départements d'Arlit et d'Iférouane ont effectué une mission de sensibilisation des populations des 10 départements pour asseoir une paix durable pour une cohabitation pacifique des communautés. Moussa Efale. Cette importante mission conjointe préfet du département d'Arlit, Nouri Malansani, et son homologue d'Iférouane, Bourima Seydou, a sillonné 72 heures durant les zones touchées par une insécurité résiduelle imposée par des bandits armés qui sévissent au cœur du désert de Tabarakat dans le département d'Iférouane. Pour mettre fin à cette situation, les deux ont initié des stratégies innovantes. On a vu les endroits où les bandits armés interceptent nos véhicules et interceptent aussi les véhicules des orpailleurs qui transportaient les pierres vers Guidandaka. Et on a mis en place des stratégies innovantes qui peuvent permettre de le mettre hors d'état de nuire. Et honnêtement, au niveau de Tabarkat, la mission OT a été couronnée de succès. Pendant les 2 jours qu'on avait passés avec le préfet d'Iférouane, on a eu à sensibiliser toutes les communautés irrésidentes. Et ça a été vraiment une réussite parce que la population a compris les enjeux sécuritaires et surtout les enjeux de la paix et la cohésion sociale. Ils nous ont donné l'assurance qu'ils vont collaborer. Et d'ici 3 mois, on va essayer de voir ce que ça a apporté comme résultat et s'il faut aussi renouveler cette visite. Cette mission des autorités administratives des départements d'Arlit et d'Iférouane a permis aux populations rencontrées de mesurer toute l'importance d'une cohésion sociale, une paix durable et un développement harmonieux de notre pays. Cette mission qui s'est déroulée en compagnie du comité de paix et sécurité d'Arlit a été, à tout point de vue, un succès et très bénéfique pour les populations des localités visitées. Un voyage d'études et de partage sur le programme national de prise en charge de la reddition dans la région de Difa. La délégation venue de Tillabéri, avec à sa tête le préfet du département de Saï, a assisté à la cérémonie de remise de kits à 49 repentis de Boko Haram. Abdraman Boukari et Hassan Abdou. Ils sont au total 49 repentis issus de la 3e vague du programme national de prise en charge de la reddition sorti récemment du centre de réinsertion socio-économique de Goudoumaria, a bénéficié chacun d'une enveloppe de 550 000 francs CFA en guise de kit pour entreprendre une activité économique et réussir leur intégration au sein des communautés de manière apaisée. Il y a certains qui ont souhaité mener des activités de petit commerce, d'autres ont souhaité mener de l'embauche. D'autres, ils ont dit que pour le moment, ils préfèrent s'installer avant de voir ce qu'ils vont faire concrètement. La cérémonie qui consacre ainsi la remise officielle de ces kits intervenue hier après-midi dans l'enceinte de la préfecture de Difa s'est déroulée sous la présidence du gouverneur de la région de Difa, M. Issa Lemine. C'était en présence du président du conseil régional, M. Korojidala, et des autorités administratives, communales et coutumières. À cette cérémonie, l'on notait également la présence d'une forte délégation venue de Tillabéri dans le cadre d'un voyage d'études et de partage avec la région de Difa sur le programme national de prise en charge de la reddition dans toutes ses dimensions. Une activité qui a donc dans l'ensemble permis aux membres de cette délégation d'apprécier d'eux-mêmes les progrès réalisés à Difa en matière de prise en charge des repentis et de la réintégration. C'est l'engagement du gouverneur de la région de Difa et Inch'Allah, nous aussi, nous avons vu le mot phare, le mot doré, c'est l'engagement. Nous, en tant que 13 préfets, représentants de l'État dans chaque département, nous sommes déjà engagés. Et maintenant, il restera au gouverneur de la région de Tillabéri de s'engager. Et vous allez voir, Inch'Allah, d'ici 1 an, nous allons donner des résultats probants qui vont permettre à tous ceux qui ont pris les armes vont revenir. À noter que l'objectif final de ce programme de reddition, lancé depuis décembre 2007 dans la région de Difa, est d'asseoir les bases d'une paix durable et inclusive dans un esprit de pardon et de réconciliation.
Sport football pour terminer, le tournoi UFOAB des moins de 17 ans qualificatif à la CAN U17 Algérie 2023 s'est ouvert cet après-midi à Cape Coast au Ghana. 7 équipes sont concernées, dont le MENA U17 qui entrera en compétition demain face aux étalons du Burkina Faso. Le match est prévu à 19h. Dans le reportage qui va suivre, notre envoyé spécial Hassimi Abdoulaye nous présente les forces mais également les faiblesses de l'équipe nigérienne. C'est avec une sérénité olympienne que le MENA U17 aborde le tournoi UFOAB avec pour seul objectif la qualification à la CAN U17 Algérie 2023. Frédéric Acosta, l'entraîneur de l'équipe, a préparé l'échéance au plan national avec des jeunes qu'il avait regroupés au Centre technique national pendant près de 8 mois. La principale force de cette équipe U17 du Niger, c'est donc la cohésion d'un groupe dont les éléments qui le composent ont déjà des automatismes sur le terrain. Dans les cages, Mohamed Midou fait figure de favori au poste de titulaire. Le gardien de but d'Acha Academy a montré de réelles capacités d'un futur grand au cours des matchs amicaux. En défense centrale, Yassine Mamoudou de Wadrak FC et Biliamin Moussa du Zumunta Athletic Club se sont montrés intraitables pendant les matchs amicaux, tout comme Bakary Sissé d'Acha Academy et Khaled Hamidou de l'AS Stade sur les côtés. Une rampe défensive qui participe également aux actions offensives avec des relances bien maîtrisées. Au milieu de terrain, le capitaine Jalil Ahmad, Ismaël Tinni, Moussa Alassane Bonkano, tous de l'Olympique Football Club, Youssouf Ousmane de l'Académie Top Foot du Togo et Ibrahim Djingerey de l'AS Fan seront les maîtres d'ouvrage du jeu du MENA U17. Ils seront chargés d'alimenter une attaque composée de Ismaël Ablaziz de la Nigélec et de Yanis Youssouf Kadr de Nîmes Olympique de la France. Sur le banc de touche, Frédéric Acosta dispose également des pièces de rechange tout aussi valables pour la conquête de l'un des 2 billets qualificatifs à la CAN Algérie 2023. Mais la seule faiblesse de cette équipe U17, c'est sa jeunesse et une morphologie assez petite de ses joueurs qui ne parviennent pas encore à supporter les défis physiques imposés par des adversaires plus grands et plus aguerris. Frédéric Acosta peut-il contourner cela par ses initiatives tactiques? Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et bonne réception. Quant à la suite